Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Marhababi comme TDS en mode hybride. Donc on ne pouvait pas mieux tomber avec notre sujet aujourd'hui. En temps de crise, la relation client en place à l'hybride. Forcément, si on a bien appris une chose en 2020, c'est justement l'importance de la relation client à distance. On a été contraints pendant 3 mois suite au confinement qui avait été décrété et pour le coup respecté et amené, parce qu'il y avait de la peur, de l'inconnu du virus, donc on était tous confinés chez nous et forcés de passer justement sur une relation client à distance. Je vais présenter mes panélistes, Madame Najla Rafalafi, responsable de l'expérience client chez l'UIB. L'UIB qui, je le rappelle, est élu service client de l'année pour 2 années consécutives. Et Monsieur Haytham Gedesha, chef du département marketing digital et e-commerce. Marhaba bikum. Merci, Qais. Donc, la relation client passe à l'hybride. Madame Najla Rafalafi, je vais commencer par vous. Honneur aux femmes, samahni si Haytham. Selon vous, pourquoi est-ce qu'on a dû attendre une crise de cette ampleur pour justement accélérer les usages digitaux, pardon? On va dire tout simplement que le besoin est créateur, Qais. Non, mais plus sérieusement, on n'a pas attendu en fait cette crise. Mais qu'est-ce qu'elle a fait cette crise? Elle a en fait été, c'est vrai, un catalyseur des usages pas que digitaux, monétiques aussi en fait. Mais à mon sens, cet effet a été assez éphémère et assez ponctuel dans le temps. D'ailleurs, on l'a un peu vu sur nos différents indicateurs, mais on ne réinvente pas la roue non plus en postulant que toute transformation a besoin d'être progressive dans le temps. Et si on veut qu'elle soit rapide, il faudra peut-être qu'elle soit coercitive. Mais est-ce que c'est pertinent réellement qu'une transformation digitale soit coercitive? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'en fait, il n'y a pas de raison à ça. Le consommateur tunisien, le client tunisien et surtout le consommateur bancaire tunisien, il est déjà assez technophile, voire même mobilophile. Je pense que Haytham pourra un peu le confirmer de par le taux d'équipement en smartphone et spécifiquement en smartphone connecté en Tunisie. Donc le Tunisien, il est très attaché à son téléphone, c'est son objet le plus précieux. Et je pense que cet attachement, il vient du fait qu'à travers ce smartphone, en fait, il a accès à tout un univers instantané, à une information disponible, à une information variée, mais, le grand mais, paradoxalement, ce même consommateur, on le voit d'ailleurs de par toutes les enquêtes et les études qu'on fait sur nos clients, il reste intimement attaché à son conseiller attitré et à son agence physique. Il y a lieu de se poser la question, pourquoi en fait cet attachement? Parce qu'on a vu que dès que la crise s'est atténuée et que la contrainte a été levée, il s'est vite retrouvé à prioriser ces canaux-là, encore une fois, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y recherche? Il y recherche un peu cette relation humaine. Nous sommes méditerranéens, c'est encore plus saillant chez nous, cet aspect de la relation personnelle et de la relation humaine. Le deuxième aspect qui fait qu'il s'attache à son conseiller, à son agence physique, c'est un peu ce levier de confiance. Confiance en quoi? Confiance qu'il a devant lui quelqu'un qui va forcément lui répondre, quelqu'un qui va forcément absorber son émotion, qu'il soit satisfait ou insatisfait. Donc c'est ce qui fait en fait que cet attachement humain est très présent et reprend très rapidement le dessus sur les autres types d'usages. Donc c'est quoi le challenge réellement de la banque d'aujourd'hui? Moi je pense que le challenge de la banque d'aujourd'hui, c'est vraiment d'être en même temps la banque d'hier et la banque de demain en s'adaptant à ce consommateur très exigeant. C'est sympa ça, le consommateur. C'est un consommateur par excellence.
il est très exigeant, il est très informé, et il est surtout, ses besoins évoluent dans le temps, mais il doit quand même constituer le principe de base de toute stratégie, et spécifiquement dans le secteur des services et de la banque en particulier. C'est vrai que le secteur bancaire a continué à travailler finalement pendant le confinement. Oui, parmi les autres héros de la nation. Tout à fait, tout à fait. Et c'est peut-être pour ça aussi hein, que le canal physique est encore très présent sur le secteur bancaire. Tout à fait. Donc, mais si je comprends bien, finalement, les deux leviers majeurs aujourd'hui, c'est donner confiance. Très important. Et mettre en avant et se faire approprier finalement des solutions et des parcours digitaux. Exactement. C'est un peu ça la banque d'hier et de demain dont je parlais. Parce qu'en fait, derrière ces deux leviers que vous venez de citer, Raïs, c'est en fait toute la relation client et la manière de l'appréhender qui est complètement remise à plat, ainsi que l'organisation de toute l'institution pour aller dans le sens de la redéfinition des rôles, pour plus d'efficacité et d'adaptation, pour un accompagnement au changement et à la transformation en faveur d'une vraie centricité client. Donc en effet, si je reviens au premier levier qui est la confiance, on la voit sur plusieurs strates, la confiance recherchée par le client. Le premier type de confiance, c'est une confiance en l'aboutissement de la solution qu'il a sollicitée, en sa performance, en sa fonctionnalité, en son instantanéité, et surtout en la promesse qu'on donne sur cette solution. Par exemple, on voit très bien l'effort aujourd'hui qui est consenti par l'UEB en particulier, par tous les confrères, je pense, de la place et tous les acteurs impliqués pour maintenir une fonctionnalité, par exemple, des distributeurs automatiques pendant le week-end, ce qui est un enjeu majeur parce qu'effectivement, ça commence un peu aussi par là. La deuxième strate de confiance, c'est une confiance en l'omnicanalité des parcours, dans le sens où le client aujourd'hui doit se sentir confortable pour choisir le canal qu'il souhaite, que ce soit agence ou autre, pour initier son opération. Mais si en cours de chemin, il veut changer de canal, il va retrouver exactement le même niveau d'information, le même périmètre fonctionnel pour pouvoir continuer son parcours jusqu'à son aboutissement. Donc ça, c'est la deuxième strate de confiance. La troisième strate, c'est que le client, et ça c'est une demande vraiment très persistante de client, c'est qu'il veut retrouver une solution très personnel et personnalisé, sur mesure à son besoin. Et là, c'est tout l'enjeu de la banque, d'avoir une vision holistique de son client, de ses données, de son comportement. En fait, c'est un peu l'histoire du petit poussé. Le client nous laisse des traces, et à nous de prendre ces traces et de les manipuler de manière très fine pour justement les exploiter de manière analytique et apporter la réponse nécessaire et personnelle au client. Et si donc Petit Poussé veut bien nous donner accès à ces données-là, il doit avoir, et là on en vient à un autre type de confiance, à la confiance que la banque va traiter ces données de manière éthique, confidentiel, sécurisé, et s'il va aller s'engager à faire une transaction sur ces canaux-là, il faut absolument qu'il ait la garantie que la banque met toutes les dispositions nécessaires pour garantir justement la cybersécurité, et c'est un sujet majeur pour l'UEB, c'est une priorité. Ouais, si je peux oui, rebondir bien sûr, sur ça, Najla. C'est vrai qu'on parle beaucoup de confiance, de rassurer le consommateur. On parle beaucoup de la transformation digitale, même si je n'aime pas trop ce mot de transformation digitale. Je suis assez d'accord. Et je préfère la relation client à distance. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs canaux. Et je pense qu'aujourd'hui, le canal téléphonique est là, justement pour rassurer les consommateurs sur des parcours digitaux notamment, sur des opérations de bancaires ou d'ADO. Je pense que justement le canal téléphonique est là
pour rassurer les clients de votre secteur. Voilà. Tout à fait d'accord. Et là, j'en viens, très belle transition, Raïs, merci, à mon dernier strate de confiance. Effectivement, si on veut que le client aujourd'hui s'engage sur des canaux autres que humains, il faut qu'il ait la garantie que si on remarque qu'il y a une attrition sur une parcelle de ce parcours, ou que le client ne peut plus continuer ou ne veut plus continuer pour une raison ou une autre, bah, ça serait bien effectivement qu'il soit rattrapé par l'humain. Par exemple, qu'un conseiller multimédia détecte cette attrition par une notification ou une alerte et qu'il arrive à appeler son client et à l'accompagner pour terminer justement son opération. Et effectivement, c'est très important. Qu'un client, par exemple, commente un statut sur les réseaux sociaux et qu'il reçoit un message en privé personnalisé avec la réponse qu'il souhaitait, là aussi, c'est une présence humaine extrêmement importante pour la confiance, justement, effectivement, du client. Et d'ailleurs, pour confirmer ce qu'on vient de dire, on a vu très bien sur la période de la crise l'année dernière, le pic qu'on a eu sur les appels au CRC, parce qu'effectivement, c'est le premier canal auquel on pense. D'ailleurs, c'est un canal accessible gratuitement et il n'a été sollicité que lorsque le client l'a été par contrainte. Et c'est, voilà, d'ailleurs, souvent, le client s'est aperçu qu'il était équipé déjà de certains canaux ou qu'il y avait accès gratuitement, mais il ne les a utilisés que sous la contrainte et il en a été extrêmement satisfait parce que l'expérience était très fluide et qu'elle a apporté des solutions. Donc aujourd'hui, pour revenir un peu à la question, donc pour relever ce défi de la digitalité dont on parlait sur le deuxième aspect, c'est une digitalité qui est subtilement exigée par l'évolution des usages. Elle n'est pas dite, elle n'est pas prononcée. Donc il est absolument primordial de garantir un peu ce dont je parlais tout à l'heure, c'est l'omnicanalité des parcours. Un conseiller multimédia, un conseiller en agence, UB mobile, enfin application mobile, même niveau de vision client, même périmètre fonctionnel, avec une continuité des parcours sur tous ces canaux, c'est extrêmement important. Deuxième levier majeur, c'est arriver à déporter toutes les opérations à faible valeur ajoutée sur justement ces canaux. Moi aujourd'hui, je ne comprends pas, même si dans mon métier, je dois être le plus empathique possible, qu'aujourd'hui on fasse encore la queue pour faire un retrait au guichet. Alors qu'on a une carte, parfois deux distributeurs dans l'agence qui sont fonctionnels, et pourtant, on a encore la file d'attente. Donc, il est extrêmement important d'utiliser les leviers d'incitation nécessaires en fonction des différents profils et différents segments des clients pour réussir en fait ce déport vers les canaux des opérations à faible valeur ajoutée. Par conséquent, le troisième point, c'est effectivement consacrer la compétence humaine, donc les conseillers, les responsables d'agence, tous les métiers du front, à des tâches à plus forte valeur ajoutée pour répondre à des besoins plus complexes et qui demandent un niveau de personnalisation plus accru des clients. Donc c'est redorer vraiment le blason des métiers du front dans ce sens-là. Et pour redorer le blason des métiers du front, il faut que toute la banque derrière suive, il faut que la stratégie de la banque émane même de la voix du client et consacrer derrière tout ce qu'il faut comme valeur de centricité client pour que chaque collaborateur dans la banque se pose la question en faisant ses tâches ou en traçant sa stratégie. Est-ce que mon client va être satisfait par ce que je suis en train de faire? Comment mon client va percevoir ce que je fais? Est-ce que ça correspond à son besoin ou pas? C'est vraiment la question qui doit animer chaque collaborateur au sein de la banque. Donc si on résume finalement, une banque qui se veut digitale, c'est une banque humaine avant tout. Clairement, voilà. le facteur humain est là pour donner confiance, encore une fois. Et je pense que c'est un point qui est très, très important. Très, très important, effectivement. Merci, Najla. C'est moi. Je rappelle à notre audience, vous pouvez intervenir avec nous, bien sûr, avec des questions, que ce soit ici en présentiel ou à la distance. Cette 5e édition est justement en mode hybride. Et je pense que c'est le parfait exemple. C'est qu'aujourd'hui, même à distance, les gens peuvent nous suivre. Comme s'ils étaient présents, ils peuvent visiter des stands, ils peuvent entrer en contact avec justement les différents stands, voilà, les différentes personnes
qui sont présentes sur cet événement. Donc c'est le parfait exemple finalement d'une, entre guillemets, si on pourrait faire un parallèle, d'une relation client hybride. On fait ce qu'on dit. Hein. On est en plein dedans. Aïchek Najla, merci Qais. Je propose qu'on aille voir notre ami Haytham Gadesha, chef du département, je le rappelle, digital, marketing et e-commerce, Samahni. Et justement, j'aimerais savoir comment vous avez vécu justement cette crise Haytham, au niveau de Orange et comment est-ce que vous avez adapté votre parcours client. D'accord, très bien. Merci Qais, merci Najla. Bonjour tout le monde, merci Qais, merci Najla. Avant d'aborder un peu la question de la crise d'un point de vue professionnel, j'aimerais juste faire un préambule pour avoir une pensée pour toutes celles et ceux pour qui la crise a été particulièrement éprouvante sur les aspects financiers, psychologiques ou avec la perte d'un proche. Je pense qu'on va voir le bout du tunnel très bientôt et qu'on va ressortir de cette crise tous ensemble, plus forts, plus unis et pourquoi pas plus digitaux, justement. Donc maintenant, pour répondre à votre question, Qais, je pense que chez Orange, de par notre métier en tant qu'opérateur de télécommunications, en tant qu'opérateur digital, mais aussi partenaire de nos clients pros et entreprises dans la transformation digitale, du coup, Qais, je pense qu'on était mieux armés que peut-être d'autres entreprises dans d'autres secteurs. Vous avez évoqué le télétravail tout à l'heure versus le présentiel pour la banque. Chez nous, Samahni, Haytham, c'est vrai que sur votre secteur, c'était très frappant. C'est qu'il y a une grande partie de votre CRC, votre centre de relations clients, qui a dû très rapidement s'adapter et travailler à distance pour gérer finalement vos millions de clients aujourd'hui. Tout à fait, Qais. Donc j'ai dit qu'on était mieux armés. En revanche, ce n'était pas forcément une tâche facile. Permettre à des centaines de collaborateurs, y compris le service client digital, entre autres, de télétravailler, donc travailler en distanciel. Ce n'était pas dans une période assez courte, parce qu'on était parmi les premiers à basculer en télétravail. Je peux vous dire que c'était vraiment un challenge très difficile. Je vous laisse imaginer les impacts en termes d'équipement, en termes de SI, d'accès, de sécurité. Donc voilà, ce n'était pas forcément une tâche facile, mais tous les collaborateurs ont réussi à relever le challenge dans le but justement de continuer à servir le client. D'autant plus que le client était à juste titre inquiet sur plein d'aspects liés à la crise. Donc j'ai évoqué le télétravail, j'ai aussi, donc il faut mentionner aussi les gens, les équipes qui étaient mobilisées sur le terrain, sur les boutiques. Le support informatique, je l'ai mentionné, pour assurer le bon fonctionnement, le support, la gestion des problèmes, des incidents, mais aussi les équipes réseau. Parce qu'il faut voir, je pense que les gens ne se rendent pas forcément de cet aspect, mais pendant cette crise, les réseaux ont été très sollicités. En fait, c'est d'une façon brutale, que ce soit les particuliers, en fait, la frontière entre particuliers et salariés, d'ailleurs, elle n'était pas forcément très étanche, puisque tout un chacun devait travailler à distance aussi, donc se connecter pour travailler. Donc dans cette période-là, les réseaux ont été très sollicités. Je vous donne un exemple un peu pour banaliser l'histoire. C'est comme si on avait une autoroute avec 2 voies et que du jour au lendemain, on a fermé toutes les autres routes alternatives, les nationales, les petites routes, et que tout le monde a pris l'autoroute en question. Donc évidemment, avoir un trafic fluide dans ces conditions extrêmes, ce n'était pas forcément une chose facile, et honnêtement, ça a été très bien géré par les équipes techniques. Je leur rends un hommage à l'occasion. Donc on a parlé du télétravail, les gens qui sont mobilisés. Pour faire un peu le lien, donc même le lien avec l'hybride, il y est aussi pour le télétravail, donc l'expérience client, mais aussi l'expérience salariée. Pour revenir un peu sur le digital, donc pendant cette période-là, vous avez connu un pic sur le service client,
Nous, on l'a aussi eu surtout sur le digital. Le trafic a eu une croissance phénoménale. En fait, selon les canaux, il faut voir que Orange, depuis des années, on a pris le choix de mettre à disposition au client final le plus de canaux digitaux possible, en tout cas ceux qui comptent dans l'usage du tunisien aujourd'hui. Donc, selon le canal, on a eu un trafic qui était multiplié par 3, 4, voire 6 sur certains canaux. Et quand on lit ça avec le challenge de faire du télétravail, y compris pour le service client, je peux vous dire que ce n'était pas une mince affaire. Heureusement, pour la petite histoire, on avait aussi le chatbot. Le chatbot a permis aussi de soulager un peu le service client, mais surtout de permettre au client final, qui est le plus important, d'avoir une réponse concrète, rapide, et de lui éviter justement toute l'attente qui était liée à cette croissance du trafic. Enfin, donc juste, je parlais des canaux digitaux qui étaient en forte croissance. En fait, c'était pour 3 aspects. Le premier qui est l'assistance, donc le client venait pour poser des questions. Tout à l'heure, j'ai évoqué les inquiétudes à juste titre, typiquement comment je fais pour payer ma facture, est-ce que je vais être coupé ou pas. Effectivement, on a pris des mesures à cette occasion-là pour éviter ce genre de problème, donc il aurait fallu les communiquer pour rassurer les gens. Il y avait aussi des questions sur les boutiques, les horaires d'ouverture, est-ce que les boutiques vont être ouvertes ou pas, sur la disponibilité des recharges. Donc tout ce volet assistance. Il y avait un volet aussi très très important qui est les transactions. Donc le paiement de factures, l'achat d'options, la recharge en ligne sur MyOrange, sur le chatbot, sur le site. Donc il y a aussi, pour cet aspect, il y a eu une croissance très 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 importante. Et le dernier aspect sur lequel il y a eu aussi une croissance, auquel on ne pense pas forcément, en tout cas c'était pour nous, au marketing digital et communication d'une façon générale, on n'a jamais communiqué autant sur le digital que dans cette période-là. Donc c'est devenu principalement notre, j'allais dire seul, mais en fait le canal qui s'est imposé de facto dans cette période-là. Je parle en particulier la période du confinement général. C'était finalement peut-être le canal qui s'approchait le plus du consommateur. Oui, en fait, pour être honnête, il y avait des contraintes aussi. On ne pouvait pas faire de la télé. Après, le digital, enfin, juste je réponds à ce point. Le digital, le rôle digital est important dans la communication, ça c'est indéniable. On le voit dans la croissance à plusieurs chiffres des budgets dans le marketing digital. Ceci dit, la communication, c'est un tout. Et justement, c'est un dosage savant à trouver entre les canaux traditionnels et les canaux digitaux en forte croissance. Et même dans les canaux digitaux, ce n'est pas évident. Tous les canaux digitaux ne se valent pas. Et c'est en fonction de votre cible, de stratégie in fine, que vous allez vous orienter sur un canal plutôt qu'un autre. Juste pour conclure, donc, je pense que la crise a montré à tous les Tunisiens que tous les métiers sont importants. Ça, je pense que ce n'était pas évident pour tout le monde. On avait l'impression un peu de tendance de l'oublier. Pour nous aussi, ça nous a renvoyé un peu à l'essence même de notre métier, qui est permettre aux gens de communiquer, les rapprocher les uns des autres, leur permettre de vivre des moments à distance et a fortiori dans ces moments très très difficiles. Et aussi pour les professionnels, du coup, leur permettre de travailler, ce qui a permis à toute une branche de l'économie de continuer à tourner dans ces moments difficiles. Donc voilà, c'était vraiment, nous je pense au quotidien, on a tendance à l'oublier à force d'être concentré sur ces tâches et des objectifs à court terme, mais c'était un peu l'occasion de prendre un peu de recul et de revenir à l'essence même de notre métier. On a beaucoup parlé de la crise. Je serais assez curieux justement de savoir comment est-ce que vous voyez le monde post-crise justement et quelles seront les traces, voire les impacts qui resteront finalement après cette crise. Alors, je pense qu'on est face à une audience qui maîtrise les sujets, qui est familière avec le sujet. Donc,
Vous avez tous entendu parler de la normalité, la nouvelle normalité. Le digital va venir la norme un peu. Bon, je ne vais pas je vais pas développer cet aspect parce que, comme je l'ai dit, c'est des choses connues pour un public averti. Mais je vais rajouter, je vais évidemment pas prendre le contre-pied non plus, mais je vais rajouter un bémol à ça. Parce que effectivement, la crise a joué un rôle d'accélérateur inouï pour le digital. C'est une chance pour tous les professionnels du métier. Mais le succès, la pérennité de cet élan, de ce momentum dépend de nous, tous les acteurs de l'écosystème du digital. Parce que comme ça a été dit tout à l'heure par Najla, le choix ou l'essor du digital dans cette première phase a été vraiment poussé par la contrainte, par l'urgence. Donc si je fais un peu le parallèle avec la politique, puisqu'on discutait un peu tout à l'heure, c'est comme si on va passer d'un vote utile, d'un vote d'adhésion. Et là, le challenge, c'est pas gagné. Donc là, il faut que les clients continuent à adopter le mode digital, et pas forcément que le digital d'ailleurs, parce que ça c'est important, l'expérience client elle est hybride in fine, et c'est comme l'a dit Najla aussi, c'est le client final qui décide de ce qui est adéquat pour lui. Donc ça, il faut pas l'oublier. Hybride aussi, comme le télétravail, je pense qu'on ne sera pas uniquement en télétravail, il y a des gens qui préfèrent du préférentiel, je pense qu'on est nombreux à préférer avoir des réunions de brainstorm ensemble, de célébrer les exploits, les succès ensemble. Donc voilà, le digital, il a franchi un cap qui est très important, mais il reste à conclure l'essai, comme on dit. Et juste, j'aimerais juste rajouter un mot, c'est que le digital, ce n'est pas en opposition au physique. Voilà, c'est vraiment sur ça que je voulais rebondir. Voilà, c'est des canaux complémentaires et comme on l'a dit, c'est au client final d'avoir le choix, in fine. Mais il faut penser aussi que même pour les boutiques, il y a la place du digital. C'est ça qui est très important parce que il faut qu'on embarque le digital dans les boutiques, à travers les coachs en boutique, avec les bornes d'information, de commande, avec tous les systèmes qu'on peut avoir de précommande, d'éviter l'attente en caisse. Donc le digital a toute sa place dans la boutique. Et d'ailleurs, si on pense un peu aux purs acteurs de l'Internet, les géants, pour citer peut-être le plus célèbre d'entre eux, Amazon. Je ne sais pas si vous êtes au courant, à mon avis vous devez le savoir, c'est que Amazon a lancé des supermarchés physiques, mais alors pour réinventer l'expérience client. Il ne va pas refaire justement les boutiques traditionnelles, et donc ce qu'il fait, c'est qu'aujourd'hui, dans ces boutiques des supermarchés pilotes, elles ne sont pas généralisées, et je pense qu'elles n'auront pas forcément vocation à être généralisées partout. Les gens entrent en boutique, avec leur application, ils scannent un QR code, et ensuite, ils prennent les articles directement dans les linéaires, pour utiliser le jargon consacré, et les mettent dans le panier. Et automatiquement, avec les caméras qui sont installées en boutique et avec toute l'intelligence qui est derrière, il n'y a pas besoin de passer à la caisse. Et quand on sort, le client reçoit sa facture et il est prélevé automatiquement. Et juste un dernier mot, vraiment le dernier là-dessus. On entend souvent que le digital s'adresse à une niche. Je pense que la crise a montré ça aussi. C'est que, et en particulier en Tunisie, le digital s'adresse à tout le monde. En fait, à divers niveaux, je veux dire, tout le monde n'aura pas le même besoin, c'est l'essence même du marketing, la segmentation et l'adaptation aux usages du client, mais ça concerne tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, il est un peu, risqué de dire non, en fait, je m'adresse à une cible particulière qui est digitale, je vais leur faire une offre particulière. Je pense que tout le monde est digital et c'est vraiment une chance pour les marchés comme le nôtre, et aussi c'est lié à nos marchés parce que je pense que pour la Tunisie et pour l'Afrique d'une façon générale, en fait, on n'a jamais eu de transfert aussi rapide
entre le monde développé et notre continent. Et je dirais même que le digital a permis de réinventer certaines choses qui sont parties de l'Afrique vers l'Europe, comme Orange Money, par exemple, le paiement mobile. Nous, le paiement à la livraison, ce n'est pas des choses qui existent ailleurs. Hein. Donc, on a quand même un marché qui est très éduqué sur le digital, qui est très flexible, qui sait réagir et contourner aussi l'usage, on va dire, qu'on nous impose en théorie. Aujourd'hui, l'usage sur Facebook en Tunisie, il n'a rien à voir de l'usage qui est fait en France. L'usage tunisien du Facebook, il est hautement plus divers, plus riche que l'usage en Europe. Donc, on voilà. sait s'adapter, quoi. Et vous êtes complémentaires avec la banque. Vous êtes en train de reprendre des marchés avec les paiements, avec Orange Mobile. Ils ne vont pas être très contents, nos amis banquiers. On a eu une belle vision, justement. J'aimerais justement peut-être éventuellement voir avec Madame Jihen Bouzeyen, qui est directrice exécutive des marchés entreprises, et avoir peut-être une vision plus B2B. Comment est-ce que les entreprises tunisiennes, en tout cas vous à votre niveau, comment est-ce que vous avez géré l'impératif de la digitalisation avec les entreprises? Tout à fait. En fait, c'est plein de learning qu'on a tous eu à détecter, à digérer. Ça s'est passé assez rapidement. Donc la crise, en fait, elle a bousculé tout le monde. Elle a bousculé l'entreprise, elle a bousculé le consommateur et elle a surtout bousculé les opérateurs. Donc je comprends, je rejoins tout à fait. On était dans l'urgence, on était dans l'impératif et on a eu cette proximité client pour constater la manière avec laquelle ils ont réagi en première phase, en plein chambardement de tous les usages sociaux, business et tout. Il y a un facteur quand même majeur qui a classé nos clients business en deux catégories. Donc la première catégorie, c'est celle des clients avec une maturité digitale élevée. Donc notamment l'expérience de la banque. En fait, la banque, c'est très révélateur sur deux niveaux. Donc le premier, c'est le niveau de maturité digitale qui a permis un basculement rapide. Donc derrière, le seul besoin, c'était un besoin de dimensionnement, de passer d'une capacité de users, d'un tunnel de traitement client à doubler, tripler, voire plus en termes de capacité. Et tout naturellement, derrière, il fallait que l'opérateur assure cette montée en charge vite, très très vite même, d'une manière sécurisée, avec zéro droit à l'erreur. C'était un chamboulement parce que du coup, les structures SI des comptes ont chambardé tout leur plan d'action, tout leur budget. Ils ont dû swapper, prioriser et réviser. Et il fallait s'aligner à tout ça très, très rapidement. Donc, nous, côté TT, on n'avait pas le droit à l'erreur avec des services vitaux et avec ceux qui devaient assurer pendant la crise. Le deuxième facteur, c'est justement lié à quel point le service digital est un must-have ou un nice-to-have. Je m'explique. Pour la banque, pour la poste, pour la santé, pour les services sociaux, c'était évident, c'était un must-have. C'était pas une question de business. Il fallait vraiment que le pays assure la continuité de service et que le message pour le citoyen à qui on demandait de rester chez soi, c'est que derrière, on se charge de tout. Ça, c'était capital. Maintenant, pour l'autre catégorie des clients qui avaient déjà entamé de plans des transformations digitales, qui avaient initié quelques expériences via portail, via application,
C'était une question d'imbriquer très rapidement le complément du process de prise en charge client pour l'information, pour l'assistance, pour la vente, pour la livraison à distance. Donc c'était juste d'accélérer la mise en place du full process de bout en bout. Pour ceux qui n'avaient rien, vraiment, on a mis du temps. Ils ont quand même eu cette souplesse de trouver des canaux alternatifs en attendant de mettre en place des choses assez rapidement. Voilà, donc je disais que la crise, c'était un facteur accélérateur, donc autant mettre en avant les points positifs de cette crise, sur tous les plans, mais c'était un learning incroyable, c'était révélateur. Et je pense que si on se exploitait tous le retour d'expérience sur tous les plans, ça va transformer radicalement et sans retour la manière d'utiliser, de consommer le digital en Tunisie. Moi, je sais, parce que je discute avec mes clients, je sais que jusque-là, on était dans une logique d'avoir des structures de transformation digitale, de développer ça soit pour des problématiques d'optimisation de coûts, de staffing, pour faire développer un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Aujourd'hui, c'est révolu, on n'en parle plus. Aujourd'hui, notre point de départ, comment honorer cette promesse implicite que tout le monde a réussi à faire à ses clients, chacun avec ses propres moyens. Moi, je trouve que l'exemple de ce qui s'est passé depuis mars dernier jusqu'à aujourd'hui, c'est une preuve de la capacité de l'écosystème tunisien, c'est une preuve d'un niveau d'intelligence et de technicité incroyable. Ça a cassé tous les mythes. Ça a cassé le mythe du client qui n'est pas prêt pour le digital. On n'a plus le droit de dire que le Tunisien n'est pas prêt pour le digital. Ça veut dire qu'on a peut-être un peu sous-estimé peut-être le consommateur tunisien. Je disais qu'il y a eu plein de révélations. Je vous donne un exemple. Quand on a lancé les campagnes, donc le tout début, les tout premiers besoins de digitalisation, il y avait d'un côté les multinationales qui avaient publié leur plan de continuité de service très rapidement, enchaîné avec les demandes, ils ont fait les upgrades et tout, et ils ont réussi à contrôler le business. Il y a le service public qui a lancé un bouquet de services. La population qui a consommé les services publics sur le digital, la population, par exemple pour les aides sociales, la population qui a consommé le code USSD, alors que jusque-là, les opérateurs, on était 3 dans les réunions, justement pour faire le focus sur la user experience, on a réussi à éviter la queue pour avoir la subvention sociale, et la tranche de population non équipée en smartphone, pas du tout habilitée à comprendre, a réussi à avoir la subvention sociale sous format digital. Une fois que c'est fait, nous tous les acteurs, on n'a plus le droit de revenir en arrière. La révélation, c'est ce fait de casser les mythes. Un autre mythe qui est complètement tombé, le mythe de dire, en fait, il y a le métier d'un côté, il y a l'IT de l'autre, et puis il y a les études. Mais non, il y a le mythe de dire ça doit être planifié, ça doit être accompagné, il y a les campagnes. Non, on a réussi à faire. On a adopté le mode agile nativement, sans coaching, sans planning de formation, sans rien. Et on a réussi. Donc, c'est un point de non-retour. Et aujourd'hui, sans le savoir, on a élevé au maximum la promesse client et donc son niveau d'exigence. On a fait une campagne omnicanale sur le secteur de la santé. La campagne IVAX, c'est une campagne code USSD
portail et application qui s'adressait à la population la plus hétérogène qui puisse exister en Tunisie. Et tout le monde a réussi à capter le message. On a accompagné avec ce qu'il faut côté communication. Tout le monde a mis là-bas la patte et ça a fonctionné. Donc, on n'a plus le droit de revenir en arrière. Concrètement, Madame Bouzayene, et rapidement, parce qu'on arrive presque à la fin de notre panel, mais comment est-ce qu'on peut capitaliser sur tout ça finalement? Moi, je pense qu'il faut vraiment partir des learnings, les analyser, capitaliser sur les startups qui ont énormément travaillé, capitaliser sur cette intelligence, sur cette capacité à faire, capitaliser sur des modes de fonctionnement qui décloisonnent le tout. L'IT, le métier, ne plus parler de ça, on s'en fout. Qui gère la digitalisation structurellement dans les entreprises? Un petit clin d'œil à tous mes clients, à tous mes vis-à-vis. C'est une fausse problématique. Il faut que l'ingénieur qui fasse le développement soit aussi aware about the user experience que le responsable marketing ou le responsable service client. C'est fini. On doit tous être capables de comprendre notre client. Ce qui est merveilleux, c'est que le client nous a expliqué exactement, avec pertinence et simplicité, qu'il est capable d'adopter rapidement, qu'il est capable d'assimiler et qu'il est même capable de nous expliquer la nuance entre ce qu'il préfère en automate et ce qu'il préfère en humain. On a tellement de données à traiter, je pense que vraiment le point de départ, c'est d'analyser tout ça et de dresser un bilan et d'avancer. Merci beaucoup. Aïcha. On a respecté le timing. Oui, vous pouvez les applaudir quand même. Est-ce qu'il y aurait des questions? Non, visiblement. Donc, est-ce qu'on peut donner un micro à monsieur? Merci beaucoup. J'ai été un peu en retard, donc là, uniquement à l'intervention de Madame Bouzayene. Je vous félicite, Madame, c'est excellent. C'est un état, un constat de ce qui a été, ce qu'on a vécu donc, pendant ces dernières années. Est-ce que vous, qui êtes responsable dans une entreprise publique, vous restez quand même public, Tunisie Télécom, même si vous n'êtes plus régi à la loi, je crois, de la réglementation des marchés, mais vous avez quand même des procédures assez rigides parce que c'est un héritage en fait. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il est un peu difficile justement de capitaliser sur cette dynamique qu'on a vécue pendant ces dernières années grâce au Covid justement, je dis bien grâce à la Covid, c'est difficile de continuer sur la même lancée, justement à cause de cette fameuse loi de marché, parce qu'il faut rappeler que toute la dynamique qui a été mise en place justement pendant cette période-là, elle a été une vraie réussite grâce à l'implication des privés qui ont travaillé gratuitement. Donc, qu'en est-il justement par rapport à Lyon? Je suis en train de sentir que malheureusement, on ne va pas continuer sur la même lancée. C'est justement à cause de cette fameuse loi de marché. Il y a eu beaucoup de disons, de propositions. Je sais qu'il y a un... J'ai terminé. Merci. Très bien. Merci, Sihat. Une problématique qu'on aborde tout le temps off. En fait, pour revenir indépendamment du statut de Tunisie Télécom,
on est un opérateur et on est dans l'obligation d'honorer nos engagements marché, quelle que soit notre manière de faire. Maintenant, il y a beaucoup d'agilité à apporter côté process. Je suis tout à fait d'accord pour ça. Ce qui s'est passé, et merci de me donner l'occasion de mettre ça en avant. Pourquoi on a réussi? On a réussi parce que ça a été piloté par le ministère d'éthique avec un rapprochement. C'était des réunions où tout le monde, moi j'ai rencontré plein de monde. C'était du collégial et c'était volontaire. C'était une démonstration d'implication, une démonstration de bonne volonté. Ça a réussi parce que ça a été piloté quelque part et que derrière, vu qu'on a prouvé cette capacité à faire, on avait des opérateurs assez lourds, je dirais, comme le cas de Tunisie Télécom, qui ont collaboré d'une manière très étroite avec des petites startups dans un cadre hors as usual. Maintenant, les process, le cadre juridique, c'est nous qui l'élaborons. Là, on parle de l'avenir du pays sur le plan économique, sur le plan de développement. On parle de l'avenir de nos jeunes qui, aujourd'hui, peuvent être une source de richesse inépuisable. Et moi, je pense, et ça a été présenté hier à l'inauguration, que ce learning-là a été pris en considération. Il y a un juste milieu entre respecter les procédures d'achat, en l'occurrence de transparence et d'équité, et entre être dans la rigidité, notamment grâce au digital, notamment grâce à l'adoption d'une manière plus agile et plus intelligente dans l'octroi de marché, dans le choix de solutions. L'essentiel, c'est que cet écosystème puisse vivre et non plus survivre, que le jeune se voit faire son business de la Tunisie vers l'Afrique et vers l'Europe et non pas le contraire. Donc moi, je pense que c'est vraiment une question de volonté, qu'on est encore en pleine charge positive par rapport à ce qu'on a constaté en termes d'acquis. C'est nous qui mettons en place le cadre législatif, c'est nous qui rédigeons les process. On a tout ce qu'il faut pour vraiment pouvoir capitaliser sur ça. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci Najla, qui, je le rappelle, donc est responsable expérience client au sein de l'UIB. C'est Haitham Gadesha, chef du département marketing et e-commerce, et Madame Chiehen Bozayen, directrice exécutive des marchés entreprises. Merci à vous pour votre présence et je crois qu'on a une keynote juste après avec Monsieur Ludovic Nodier qui est fondateur de l'élection du service client de l'année. Merci à vous.